Un jour, au beau pays de Pourtonoulpour naquit une ville. « Je m'appelle Isha la Grande », annonça-t-elle à ses marraines, les trois fées de l'eau, du feu et de l'air, qui l'aidaient à s'installer autour des maisons et boutiques. La ville méritait bien son nom. Elle était si belle et si grande que l'on eut beaucoup de mal à la délimiter. Elle s'étendait jusqu'au-delà des champs de maïs qui entouraient les fermes. Elle touchait le flanc des montagnes mauves alentour. Isha la Grande n'en finissait pas de grandir. Vint alors pour elle un temps critique où elle sentit naître de grands remous dans son cœur. À longueur de journée, elle se mit à pousser de profonds soupirs. « Ne vous inquiétez pas, » dit la fée du feu à ses compagnes. « Isha la Grande n'est pas malade. Elle entre tout simplement dans ce que les humains appellent l'âge bête. »« Ah !» dit la fée de l'eau. « C'est l'âge auquel les humains aspirent à trouver l'autre moitié d'eux-mêmes. »« Exactement !» dit la fée de l'air. « Et parfois il leur arrive de la trouver et de vivre heureux. D'autres se lassent d'attendre et finissent leur vie comme des morts vivants. Je crains fort que pour notre filleule cela ne soit malheureusement le cas. Comment pourrait-elle trouver l'autre moitié d'elle-même? Elle est la plus grande de toutes les villes et les villes ne s'épousent pas entre elles. Quelquefois seulement, on les déclare villes jumelles, mais elles restent à des kilomètres l'une de l'autre. « Il en ira tout autrement pour Isha la Grande, » décida la fée du feu. « J'ai le pouvoir de transformer la vie. Je ne laisserai pas ma filleule passer une existence morne et sans joie. Venez voir ce que j'ai préparé pour elle. Jamais personne n'aura rêvé pareil bonheur. Que la flamme invisible dont je suis la gardienne monte, monte à travers toute la ville, et que l'amour soit. Approchez, mesdames, regardez. » Elle montra à ses amis au moyen d'une boule de cristal ce qui se passait au pied de la ville. Les pieds formaient un très joli quartier où s'élevait le château du roi Salam qui gouvernait le pays. Il y régnait une grande effervescence. Le roi Salam se mourait, tandis que la reine, son épouse, mettait au monde un fils, le prince Ichou. Peu à peu, le prince Ichou devint un homme, tandis que la ville ne cessait de soupirer. Pour passer le temps, elle créa dans son esprit l'image de celui qu'elle aimerait un jour. Cette vision ressemblait trait pour trait au prince, mais elle ne le savait pas. Et elle chantait cette complainte. Mon amour, je t'attends tout le jour. Je pense à tes mots, je souris de ton sourire. Je me moque de mon délire, je pense à tes roseaux, je pense à tes roseaux. Mon amour, je t'attends tout le jour, je veux être digne de tes vignes, je veux être belle comme tes citadelles. Je pleure ton absence, je regrette mon ignorance. Mon amour, je t'attends tout le jour, j'invente une histoire sans histoire, une rencontre sans honte. J'invente un lieu d'adieu, j'invente un lieu d'adieu. Je te parle, tu me réponds, je te réponds.
réponds. Tu me parles, Je te parle, je te réponds, tu me mon réponds. amour, je t'attends. Tout le jour viennent les troubadours. La mère du prince Ichou disparut à son tour et le prince resta seul. Il fit alors savoir à la cour qu'il allait visiter toute la ville afin de trouver l'endroit où construire son propre château. Il sauta sur son cheval blanc, parcourut les bas quartiers, la ville haute, attiré par un grondement sourd qui partait du quartier du Cœur au centre-ville, il y pénétra. Il arrêta son cheval sur la grand-place, se mit à genoux et colla son oreille à la terre pour savoir d'où provenait ce bruit. À l'intérieur de cette vibration, il discerna soudain le chant d'Icha-la-Grande qui saluait sa venue. Il est venu dans la rue de mon cœur prendre mes mains, mettre ses mains dans mes mains. Il est venu dans la rue de mon cœur prendre mes yeux, mettre ses yeux dans mes yeux. Il est venu dans la rue de mon cœur prendre ma voix, mettre sa voix dans ma voix, ses mots dans mes mots, son rire dans mon rire, ses pleurs dans mes pleurs. Il est venu dans la rue de mon cœur mettre son cœur dans mon cœur. Émerveillé, le prince Ichou comprit que la ville était une femme, et il voulut voir son visage. Il quitta la place du Cœur et s'engagea dans la rue de la Gorge. Son cheval le mena jusqu'à la colline sacrée qui dominait la ville. Là, il put contempler le palais où résidaient les trois fées. Il s'y fit annoncer. « Que désires-tu, prince Ichou ?» demanda la fée du feu. « Je veux voir le visage d'Icha-la-Grande, » répondit le prince. « Tu ne peux voir son visage quand elle vend tout en haut dans le ciel. Afin d'avoir une vue d'ensemble de la cité, es-tu prêt à nous suivre ?» demanda la fée de l'air. « Oui, » dit le prince. « Allons-y, » dit la fée du feu. D'un coup de baguette magique, la fée de l'eau construisit une soucoupe volante et y fit entrer le prince Ichou. La soucoupe s'éleva dans le ciel à une vitesse vertigineuse et les trois fées lui servirent d'escorte. Tout le monde atterrit au sommet de la montagne mauve. De là, le prince Ichou dominait toute la ville et il put contempler son visage. Icha-la-Grande le remercia d'avoir découvert qu'elle était vivante. Chaque jour, elle inventait pour lui une nouvelle chanson. Pour toi, je suis plus belle, plus forte, plus grande que le jour, que le jour. Pour toi, je suis plus douce, plus jeune, plus vigoureuse que l'amour, que l'amour. Tes présages sont des mirages, sont des nuages, mais pour toi je veux être belle comme les hirondelles, forte comme les cohortes, grande comme la cité, douce comme la paix, douce comme la paix. Pour toi, je veux être l'image de ton image. Je veux être la couleur de ta couleur. Je veux être les nuages de tes nuages. Pour toi, je veux être l'âme de ton
âme. Au pays de Porto-Noulpour, l'année nouvelle commence en plein mois de juillet. Pour la première fois, le prince Ichou et sa ville célébrèrent ensemble cette fête. Isha la Grande comprit combien le prince l'aimait et elle décida de l'épouser. « Mais comment t'épouser ?» dit le prince. « Vois comme je suis petit. Toi tu es une ville et je ne suis qu'un homme. Ne t'inquiète pas, dit la ville. Retourne au palais. Les 3 fées te donneront la solution de ce problème. » Pour que nul ne se moque de ce projet insensé, elle lui fit promettre de le garder secret. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Tu enfermeras notre histoire dans une tour de mousse. Nul ne connaîtra nos secrets cachés au fond d'un coffre lourd. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Tu coudras ma bouche avec les fils d'or. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Tu scelleras mes paroles d'une fleur rubis. Tu entoureras nos baisers d'une barrière de fer. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Tu coudras ma bouche avec les fils d'or. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Tu protégeras nos serments d'un brasier ardent. Tu couvriras nos élans avec la terre et le lierre. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Seuls les oiseaux sauront notre chanson d'amour. Les 3 fées avaient préféré poursuivre leur voyage. Dans leur palais désert, elles avaient laissé un panier rempli de mûres pour le prince Ichou. Le prince eut faim et mangea tous les fruits. Au fond du panier, il trouva un billet. La voix d'Isha la Grande, qu'il pouvait maintenant entendre en tout lieu, murmura les mots inscrits sur le papier. Le printemps à l'homme tentant, le parfum à l'homme charmant, les fleurs au roi blanc, les roses au sourire d'argent, les murs à la douceur du prince errant, seul dans le palais abandonné des fées. Le printemps à l'homme d'antan, le parfum à l'homme charmant, les fleurs au roi blanc, les roses au sourire d'argent. « Je ne comprends rien, dit le prince Ichou. Est-ce là le secret pour m'unir à toi ? Oui, répondit la ville. Cela veut dire que tu dois devenir roi pour pouvoir m'épouser. Dans quelques jours, tu seras sacré roi de tout le pays. Tu n'as qu'à attendre ce moment et tu comprendras comment cela est possible. Le prince Ichou décida de la croire. Il retourna dans le quartier du cœur et s'installa dans son château tout neuf. La cérémonie du sacre se prépara dans toute la ville. Les habitants y furent invités. Isha la Grande convoqua ses marraines les 3 fées et leur demanda d'exaucer son vœu. En effet, chaque année, le jour de sa fête, elle avait le droit de formuler un souhait et aussitôt, l'une des fées le réalisait. Cette année, dit Isha la Grande, je vous demande de me transformer en femme de la même taille que celle de ce pays. Ainsi, je rejoindrai le prince Ichou le jour de son sacre
et nous pourrons nous marier. Quand j'étais petite, je voulais être grande, ne plus souffrir, être libre, aimer. Être aimé, comprendre, dominer le monde. Dominer le monde, je voulais être grande. Et je rêve d'être petite, ne plus souffrir, être libre, aimer. Être aimé, comprendre, dominer le monde. Dominer le monde, je rêve d'être petite. Quand j'étais petite, je voulais être grande. Et je rêve d'être petite. Soit, dit la fée de l'eau, en brandissant sa baguette magique, deviens donc une femme. Mais nous ne pouvons t'accorder cela que pour 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, tu n'as pu te faire reconnaître du prince Ichou, alors tu réintégreras ton rôle de ville. Nous ne pouvons pas lever davantage le sort que t'a jeté autrefois le roi Salam. Tu as oublié le temps où le roi Salam t'aimait. Tu n'étais pas encore une ville, mais une très jeune fille, et le pays de Pourtounulpour n'avait pas de capitale. Le roi Salam régnait sur un ensemble de champs et de forêts. Un jour, à cause de son grand âge, le roi Salam eut peur de l'amour qui grandissait entre vous. Alors, pour ne pas te faire de mal, il crut bon de te dire que cet amour n'avait jamais existé. Ta douleur fut si grande que tu t'es changé en statue de pierre, et quand le roi Salam voulut te consoler, il n'a trouvé que cette statue sur laquelle s'inscrivait ton nom, Icha la petite. Fou de chagrin, il prononça ces mots. Statue d'Icha la petite, si tu ne peux revenir à la vie, transforme-toi en ville et deviens la capitale de mon pays. La pierre et la terre obéirent au roi, et tu devins une ville. Le roi te donna le nom d'Icha la grande. Puisque tu le désires aujourd'hui, redeviens Icha la petite et retrouve le fils du roi Salam. Aussitôt, auprès des 3 fées, une belle jeune fille apparut vêtue comme une bohémienne. La fée de l'eau lui tendit un miroir. La fée du feu mit un ruban dans ses cheveux. La fée de l'air la parfuma d'une essence très rare. C'était un extrait des roses oranges cultivées exclusivement dans le quartier du cœur. Icha, la petite bohémienne, se rendit dès le 2e jour à la cérémonie du sacre. Le prince apparut, entouré de toute sa cour. Son regard croisa celui d'Icha la petite. Il crut retrouver une image vue en rêve, mais il ne put s'y arrêter. Son visage demeurait triste et fermé, car depuis 2 jours, il n'entendait plus la voix de la ville à son oreille. Lorsqu'il pénétra dans son château, Icha la petite voulut le suivre, mais on ne laissa entrer que la cour, et les soldats du roi fermèrent toutes les portes. Icha la petite crut mourir de chagrin. Elle sanglota sous la fenêtre du roi. Ses larmes firent pleurer le ciel alors, en plein milieu de l'été, il neigea sur toute la ville. Dès le lendemain, le nouveau roi fut submergé par le travail qui l'attendait et par les plaintes des paysans dont la neige avait détruit les cultures. Il les dédommagea, en leur offrant le château de son père et toutes les richesses qui s'y trouvaient. Mais dès qu'il était seul, il pleurait du silence d'Icha la grande. Pendant ce temps, sous sa fenêtre, Icha la petite tremblait de froid et se désespérait. Une flamme pourtant brûlait toujours dans son cœur.
et sa douleur ne parvenait pas à l'éteindre. Au bout du 3e jour, cette flamme devint si puissante qu'Isha la petite fondit sous la fenêtre du jeune roi Ichou. Elle fondit si bien que son esprit rentra dans la terre et elle redevint la ville qu'elle était. De son passage, il ne resta plus sous la fenêtre d'Ichou que sa chemise blanche, son gilet vert, sa jupe rouge et ses ballerines oranges. Le soir tomba, et le roi Ichou sortit de son château pour prendre l'air. Il passa sous la fenêtre et trouva les vêtements d'Isha la petite. Il pencha sa tête sur la chemise blanche, et le parfum si rare des roses oranges monta vers lui. Soudain, il comprit tout. Le billet donné par les fées, le visage de la bohémienne, celui d'Isha la grande. Il sut qu'il était passé à côté de l'amour sans le reconnaître. Il sut aussi que sa ville, Isha la grande, était venue jusqu'à lui, qu'elle ne l'avait pas oublié. Une flamme gigantesque se ralluma dans son cœur, et lui aussi se mit à fondre. Son esprit rentra dans la terre. Et à nouveau, il entendit le chant d'Isha la grande. Tout son être se fondit dans la ville, et il ne fit plus qu'un avec elle. Leur unique cœur se mit à chanter. Un soldat trouva les vêtements du roi Ichou mêlés à ceux de la bohémienne, et le peuple sut que le roi avait disparu. Il n'y eut plus jamais d'autre roi au pays de Pourtounulpour, car tous les habitants apprirent à se gouverner eux-mêmes, et les 3 fées les jugèrent enfin dignes de leur apprendre le grand secret. Depuis, dans le monde entier, on raconte partout l'histoire d'Isha et d'Ichou, la ville, dont les habitants vivent si heureux et ont tant d'enfants merveilleux qu'ils repeuplent la terre entière sous un soleil toujours brillant. Il était une fois un très beau prince. À sa naissance, les 3 fées lumineuses lui avaient légué en cadeau de nombreux dons. L'intelligence, la sensibilité, l'amour de l'art et de la nature. La méchante sorcière de la nuit des temps, parce qu'elle était la plus vieille et la plus jalouse, et parce qu'elle n'avait pas été invitée à la cérémonie du baptême, crut qu'on s'était moqué d'elle. Courroucée et crachant des flammes, elle dit « Désormais, ce prince est mon prisonnier, je m'exprimerai à travers lui. Je parlerai par sa bouche sans jamais me faire reconnaître. Aucune femme ne pourra l'aimer, car par Lucifer, je le condamne à l'impuissance. C'est à moi qu'il sera pour toujours. » Les 3 fées entendirent le rire démoniaque de la sorcière se transporter dans l'espace. Elles étaient atterrées par la malédiction. Quand le silence revint, elles dirent « Seule une femme qui aura pour lui de l'amour au cœur pourra le sauver. » Le pauvre prince passa des journées entières dans la solitude et la mélancolie. Car chaque fois qu'une belle jeune fille réveillait son désir dans la pénombre étoilée du soir, chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour dire « Je t'aime, je veux vivre heureux et passer ma vie avec toi », tous les mots s'inversaient. La sorcière parlait en lui et lui soufflait « L'amour n'existe pas, je ne crois pas au bonheur. Ne cherche pas à me convaincre, si cela existait, je le saurais. » Alors il s'approchait de la jeune fille brutalement pour la prendre contre lui,
Mais toutes les fois qu'il voulait assouvir son désir, il se figeait, paralysé. Les belles jeunes filles du royaume étaient éperdument amoureuses du prince, de sa voix grave et chaleureuse. Cependant, dès qu'elles le mettaient en émoi, elles entendaient la voix de la méchante sorcière s'exprimer par ses lèvres. Alors, elles s'enfuyaient en relevant leurs jupes pour aller plus vite. Oui, elle était extrêmement jalouse des femmes qui s'approchaient de lui. Si l'on avait pu voir son visage, on aurait reculé d'effroi. Ses cheveux n'étaient que serpents. Elle ressemblait à une méduse recouverte de flammes. Pourtant, un jour qu'il n'avait plus d'espoir, apparut celle qui avait été choisie par les fées pour le délivrer. Celle-là n'écoutait pas les mots qui sortaient de sa bouche, celle-là passait aux yeux de tous pour une folle, car elle n'écoutait que ce qu'elle ressentait dans son cœur. Il lui arrivait souvent de pleurer, de désespoir, devant la froide indifférence de celui qu'elle aimait. Souvent, la nuit, elle rêvait que son cœur était blessé et que son sang coulait jusqu'à terre sur la neige blanche, tandis que son prince se tenait devant elle, l'épée brandie, ruisselante à la main. Elle se mit à penser qu'elle n'était pas assez jolie pour lui et alla chercher dans le regard et les mots des autres la confirmation de sa beauté. Elle rencontra en chemin les fées qui la rassurèrent et lui dirent que son amour était semblable au soleil et qu'elle ne devait plus avoir peur de la méduse. Alors, chaque fois que le prince niait la vie et l'amour, elle riait aux éclats et déclarait « Tout ceci n'est que mensonge. Je veux te parler à toi, mon prince, et fais fi de cette femme sangsue qui te possède. » Chaque fois qu'il affirmait son néant, elle l'embrassait. Le cœur du prince était brisé de chagrin, désespéré, devant la beauté, l'amour, le rayonnement de celle qui était venue jusqu'à lui. De l'intérieur, il l'appelait. « Reste, continue, ne l'écoute pas, je t'aime. » Mais toujours, les mots qui sortaient de sa bouche se transformaient et il s'entendait dire « Va-t'en, je ne veux pas aimer. Je ne sais que chanter le chant du désespoir, le plus beau, celui de ma triste réalité. » Il fallut beaucoup de courage, de confiance, de patience et de force, et toute l'aide des bonnes fées pour que la princesse solaire ne s'enfuit pas comme les autres jeunes filles. Quand il la repoussait par la porte, elle rentrait par la fenêtre. Et quand la sorcière la jetait à terre, elle éclatait de rire pour mieux se relever. La sorcière était vieille et fatiguée. Épuisée, elle rendit l'âme. Ah! Depuis ce jour, les cloches sonnent à toute volée la libération du prince et son alliance éternelle avec les puissances solaires. Je sais ce qu'on ne sait pas, je vois ce qu'on ne voit pas, j'entends tout ce qui ne s'entend pas. C'est pourquoi toi, tu resteras près de moi, rien ne nous séparera. La lumière jaillira de mon cœur à ton cœur. La lumière jaillira de ton cœur à mon cœur. Une bête hideuse, moitié loup, moitié homme,
vivait dans un pays aujourd'hui disparu. Le gouvernement de la bête imposait aux habitants une vie d'angoisse et d'épouvante. Certains essayaient de fuir vers d'autres contrées, mais on les rattrapait toujours. Les couples qui attendaient un enfant avaient pourtant le droit de franchir la frontière et d'aller vivre dans la forêt environnante. Monsieur et Madame Sahar furent les premiers à saisir cette occasion et se mirent en devoir de fabriquer un bébé. Faute d'un véritable amour, ils ne désiraient pas vraiment cet enfant, mais ils avaient si peur de la bête qu'ils étaient prêts à tout pour lui échapper. Les autorités du royaume constatèrent la proximité de cette naissance et leur accordèrent un laissez-passer pour quitter le pays. Monsieur et Madame Sahar partirent donc de bon matin, une petite valise à la main. Leur héritier naquit dans la forêt. C'était un garçon. Ils l'appelèrent Ojo et le couchèrent dans la valise en guise de berceau. Monsieur Sahar découvrit une maison forestière non loin de là et y installa sa famille. Ils apprirent à vivre dans les bois, libérés de la crainte de la bête. Ojo grandit tranquillement. Mais quand ses dents commencèrent à percer, Madame Sahar poussa un cri d'horreur. Ah! Il avait des dents de loup et déjà il lui mordait la main. Elle pleura amèrement. Son mari voulut la prendre dans ses bras pour la consoler, mais comme toujours, elle le repoussa. Il invoqua pour elle tous les génies de la forêt, et sa prière fut exaucée. Une grande lumière jaune apparut dans la maison, et elle se déplaçait comme une boule. Ils clignèrent des yeux et purent y distinguer la fée Hermésine. En ce temps-là, les fées voyageaient déjà dans des boules de lumière. « Ne pleurez pas sur cet enfant, chère madame, dit la fée. Je peux vous expliquer d'où proviennent ces dents de loup. Vous venez du pays de la bête, et vous l'avez haï longtemps parce que vous en aviez peur. C'est votre peur qui a formé les dents de loup de votre enfant. Hélas, je ne peux rien faire avant qu'il n'ait l'âge de raison. Mais n'ayez crainte. Ces dents lui permettront de chasser pour vous le gibier. Et dès sa 7e année, je vous promets qu'elles se transformeront en petites dents de perles. D'ici là, prenez patience. » La fée leur sourit et disparut. Ojo fit ses premiers pas au milieu des animaux de la forêt. Son air innocent lui attirait l'amitié de chacun, et il ne se passait pas un jour sans qu'il rencontrât l'un d'eux. Sa première victime fut une belette. Elle s'approcha de lui en toute confiance pour admirer cet enfant qui rêvait, le nez en l'air, les yeux perdus dans les nuages. À peine avait-elle sauté sur ses genoux qu'il referma les mains sur elle, pencha sa tête et lui planta ses dents dans le cou. La belette mourut sans un cri et personne ne sut qui l'avait tuée. Ojo la ramena chez ses parents qui l'accommodèrent pour le repas du soir. Puis, ce fut le tour d'une marmotte. Il procédait toujours de même, comptant sur sa bonne mine et son allure distraite pour attirer à lui les êtres qu'il convoitait. La rumeur se répandit qu'un loup se cachait dans les bois, mais nul n'aurait soupçonné Ojo qui sortait à peine des jupes de sa mère. Enfin, il eut l'âge de raison. Et la fée Hermésine, qui tenait toujours ses promesses, se mit au travail. Elle appela Fafa, son unique fille, et la chargea de mission. « Fafa, dit la fée Hermésine, ce que tu dois accomplir maintenant est de loin le plus difficile de tous les ouvrages. Tu dois trouver Ojo, l'enfant loup, pour l'apprivoiser. Il est responsable de la disparition de nombreux animaux, mais personne ne le sait, et il fallait que tout cela s'accomplisse. Tâche de jouer avec lui et de voir comment il se comporte. Si tu parviens à l'aimer suffisamment pour que son cœur s'ouvre, le sort qui est sur lui tombera. Il délivrera le pays voisin de la bête, et ses dents deviendront des perles capables des plus grands prodiges.
Je ne t'en dirai pas davantage, mais ma pensée te suivra tout au long de ta route. Et une fois ce pays délivré, Ojo et toi pourrez y rétablir le règne du bonheur. » Fafa acquiesça de la tête car elle n'aimait pas parler. C'était une belle enfant blonde. Elle venait d'avoir 9 ans. Elle avait reçu pour cadeau d'anniversaire une de ces étoiles bleues que l'on fixe au milieu du front. Et lorsque la nuit tombait, l'étoile bleue formait un halo lumineux dans le noir et tous ses amis, les animaux de la forêt, la suivaient pour ne pas s'égarer. Très vite, elle partit en direction de la maison d'Ojo et elle trouva la porte ouverte. Monsieur et Madame Sahar s'étaient absentés. Ojo demeurait seul, assis par terre, regardant fixement le feu de la cheminée. Elle frappa à la porte. Ojo tourna la tête et lui fit signe d'avancer. « Qui es-tu » demanda Ojo. « Je m'appelle Fafa. Je suis la fille d'Hermésine, la fée. Je m'ennuie un peu. Il n'y a pas d'enfant par ici. Ma mère dit que je peux jouer avec toi. » Ojo découvrit ses dents de loup pour mieux lui sourire. Fafa semblait ne rien remarquer. Elle lui prit la main et l'entraîna dehors pour jouer à cache-cache derrière chaque arbre. Fafa riait, Ojo était heureux. Pour le goûter, il lui servit un morceau de lapin fumé. Fafa reconnut le lapin en question, c'était un de ses amis qui venait de disparaître. Elle eut envie de vomir et se leva. Ojo lui offrit aussitôt un verre de sirop d'érel, souverain pour les nausées. Pour la consoler, il voulut déposer un baiser sur sa tempe, mais il ne savait que mordre, et c'est ce qu'il fit, juste au coin de l'œil de Fafa. Pour ne pas sentir la douleur, Fafa s'évanouit. Son sommeil lui apporta en songe la vision de sa mère. « Tu dois continuer ce que tu as commencé, disait la fée. Si tu arrives à l'apprivoiser, c'est tout un peuple qui sera délivré. » Pour la réveiller, Ojo lui passait de l'eau sur le visage. Enfin, elle ouvrit les yeux et Ojo se sentit soulagé. Leurs jeux reprirent de plus belle. Ojo apprit à courir vers elle pour se blottir dans ses bras. Fafa lui caressait les cheveux doucement et il ne se cachait plus. Fafa pencha sa tête pour l'embrasser, mais il crut qu'elle voulait le mordre pour se venger. Avant qu'elle n'ait pu s'approcher, c'est lui qui à nouveau la blessait d'une morsure au coin des lèvres. Fafa fondit en larmes puis s'enfuit en courant. Il faisait nuit. Ojo rentra chez lui. Monsieur et Madame Sahar l'attendaient pour dîner. Fafa dormit dans la forêt. L'étoile à son front l'auréolait d'une douce lumière bleue. Tous ses amis, les animaux, se groupèrent autour d'elle pour se réchauffer à cette lumière. Un faon léchait les gouttes de sang qui perlaient encore à sa bouche. Fafa rêvait de l'enfant loup. La voix de la fée Hermésine expliquait chaque rêve. « Encore un petit effort, disait sa mère la fée. Bientôt, Ojo perdra ses dents de loup. À la place pousseront les perles magiques. » Le lendemain, fraîche et dispose, Fafa retourna auprès d'Ojo. Tout seul, installé devant la table de la cuisine, il dessinait. « C'est pour toi, » lui dit Ojo sans se retourner. Fafa s'approcha pour mieux voir, attentive à tout ce qui venait de lui. Brusquement, elle sentit une nouvelle morsure à son oreille droite et le sang gicla sur les dessins d'Ojo. Elle retourna chez elle à toute allure et s'enferma à double tour dans le château de sa mère. Une grande fièvre s'empara d'elle et elle fut obligée de rester au lit. Pendant ce temps, la fée Hermésine voyageait dans de lointaines contrées. Dans sa tête,
Fafa l'appelait au secours, mais rien ne répondait. Alors, son cœur se mit à battre plus fort et elle appela Ojo. Une vision lui fut accordée. Ojo apparut près de son lit. Une telle lumière sortait de lui qu'elle en était éblouie. Ojo souriait. Ses dents avaient la taille et l'éclat des perles. Soudain, la lumière qui s'échappait du cœur d'Ojo entoura le corps de Fafa et la lumière bleue de Fafa fit de même, formant autour d'eux comme un œuf flamboyant. Fafa se trouva guéri sur le champ. Quelques jours plus tard, Fafa et Ojo inventaient un nouveau jeu, un de ces jeux où l'on joue à être heureux. Ojo s'excusa de sa violence involontaire et promit de faire attention désormais. Pour vérifier ses résolutions, Fafa approcha sa main de la bouche d'Ojo. « Je sais que tu ne me blesseras plus, » lui dit-elle. Ojo ouvrit toute grande sa bouche et referma ses terribles mâchoires sur la main de Fafa. Cela lui fit très mal, mais elle ne poussa pas un cri. Lorsqu'elle put dégager sa main, elle la regarda stupéfaite. Aucune marque n'y apparaissait, comme si rien ne s'était passé. Ojo trouva cela très étrange, et plus étrange encore de la voir rester près de lui. À partir de ce moment-là, Fafa n'eut plus jamais peur d'Ojo. Leurs jeux les entraînèrent jusqu'à la frontière du pays de la bête. Ils s'arrêtèrent un instant pour regarder ce qui s'y passait. Les habitants au visage triste marchaient en rasant les murs sous l'œil des patrouilles militaires. Fafa éclata en sanglots devant le spectacle de cette misère. « Je vais parler à cette bête » répétait Fafa à travers ses larmes. Pour l'en empêcher, Ojo la serra dans ses bras et lui mordit le nez si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle eut pourtant la force de passer la frontière et de courir en direction du palais de la bête. Les gardes la laissèrent passer, troublés par la lumière bleue qui sortait de son front. Ojo la suivait, terrifié par ce qu'elle voulait faire. Son cœur battait si fort qu'une lumière orange en jaillit, semblable à celle que Fafa avait vue dans sa vision. Personne ne put se mettre en travers de son chemin. Fafa arriva devant le trône de la bête. Elle ouvrait la bouche pour adresser sa requête lorsqu'Ojo fit son entrée dans la grande salle et se plaça devant elle pour la protéger. Il ne put proférer une parole tant il était surpris. La bête avait les mêmes dents que lui. Enfin, quelqu'un lui ressemblait. Il s'approcha d'elle et lui caressa le visage. La bête fondit en larmes et disparut devant ses yeux comme un dessin que l'on gomme. Un seul geste d'amour était capable de ce prodige, et Ojo l'avait fait. Il ne resta plus que la couronne de la bête suspendue en l'air. Fafa l'attrapa d'un bond et vint la déposer sur la tête d'Ojo. Avec un léger bruit, toutes les dents de loup de l'enfant tombèrent par terre. À la place, les dents de perle avaient poussé. Fafa appela les conseillers du roi. « Que les festivités commencent !» leur dit-elle. Et le pays demeura en fête le long du règne des enfants. Une partie d'Ojo, une part de Fafa sont cachées en moi. Ah, ah, ah. Mais où sont cachés nos amis les fées? À vous de trouver. « 24 décembre 1984.
La neige n'est pas au rendez-vous. Mon train s'arrête à Strasbourg. Un taxi me dépose sur le quai de Zorn, devant la maison de ma mère. Il faut tout de suite se préparer pour la fête qui aura lieu ce soir chez l'une de mes sœurs. Dans le salon, sur la cheminée, j'aperçois un pied en métal dans lequel on fixe le tronc de l'arbre de Noël. « Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas d'arbre cette année, » dit ma mère. « Emmanuel va me l'apporter demain. » Il s'agit de mon neveu âgé de 10 ans. J'adore discuter avec lui, il me comprend mieux que les grands. Pendant le repas du réveillon, je lui raconte mes nouvelles expériences sur le pouvoir magique de la parole. « Je peux obtenir ce que je veux avec tes phrases magiques ?» me demande-t-il. « Tout ce que tu veux, si tu te prépares à le recevoir. Je peux même demander un vélo de course ? Bien sûr. Alors fais-moi une phrase magique pour mon vélo. Donne-moi un papier, je te l'écris. Voilà. L'intelligence infinie de mon subconscient sait comment obtenir un vélo de course neuf et me le procure dès à présent. C'est tout ? Oui. Après, tu colles la phrase sur ton bureau et tu la lis de temps en temps à haute voix. Tu prépares une place dans le garage pour ton vélo, tu sais, comme ta grand-mère qui a préparé la place de l'arbre de Noël dans la maison. Et puis tu n'y penses plus. Ravi, Emmanuel court mettre la phrase magique en lieu sûr dans sa chambre et son père me regarde consterné. Il pense qu'il va être obligé d'acheter un vélo neuf à son fils et cela m'amuse beaucoup. On apporte la dinde de Noël sur la table. Le lendemain, ma mère me réveille tard. La fête doit continuer avec un nouveau repas de famille, encore des cadeaux et des rires. Pendant le dessert, elle se décide à questionner Emmanuel. « Et mon arbre, où l'as-tu mis ? Il faut que je le décore. Je ne peux pas passer un 25 décembre sans mettre un arbre dans ma maison. » « Il n'y a pas d'arbre, » répond Emmanuel. « Je n'ai pas eu le temps de t'en acheter un. » C'est l'explosion. « Tu me l'avais promis, tu exagères, je ne compterai plus jamais sur toi depuis 50 ans. » J'ai toujours fêté Noël comme il fallait, j'avais même 2 arbres dans ma maison. Et cette fois, à cause de toi, je n'ai rien, je n'aurai plus confiance en toi. Ben non, je ne t'avais rien promis et puis j'étais occupée avec mes jeux électroniques. Tu es un menteur. Pour un jour de paix générale sur la terre, c'est réussi. Emmanuel sort en claquant la porte, s'enferme dans la salle de bain, en ressort avec grand bruit, claque la porte de sa chambre. J'essaie de l'ouvrir pour lui parler, il me la repousse sur le nez. « Emmanuel, c'est moi, Hélène, ouvre-moi !» Il me laisse entrer et sanglote dans mes bras. « Ben, ne pleure pas, c'est le jour de Noël, on va arranger ça. » Furieux, il se redresse. « Comment veux-tu arranger ça ? Tout est fermé en ville. Tu ne pourras lui en trouver nulle part, et puis c'est une sale menteuse. » Ben, tu ne lui avais pas promis de lui en chercher un ? Non, je lui avais dit que peut-être j'irais en acheter un avec mon père, mais je ne m'étais pas définitivement engagée. Ah bon, il faut retourner avec les autres. Je vais faire une phrase magique, tu vas voir, ça va marcher. Là, je me suis beaucoup avancée, il compte sur moi. Il sèche ses yeux, renifle un peu et me suit dans le salon. Tout le monde regarde un film de Charlot à la télé. Ma mère s'est calmée, elle embrasse Emmanuel, dit qu'elle ne lui en veut pas. Le film terminé, j'emmène ma mère en ville. Je viens de formuler une requête silencieuse à mon subconscient. Je sais qu'il connaît l'endroit exact où je peux trouver un arbre de Noël pour ma mère et lui ai demandé de m'y conduire. Nous traversons la place Kléber. Emmanuel avait raison. Tout est fermé. Quelques rares promeneurs déambulent dans la ville en repos. Par contre, la cathédrale est pleine de bruit et de sapins. Je suis le regard de ma mère sur les arbres illuminés dans la pénombre de l'église et je pense aux poupons roses de la crèche.
celui qui croyait si fort en cette force qui peut tout accomplir et que nous possédons tous. Je trouve cela très difficile aujourd'hui. J'ai réalisé beaucoup de choses avec ces phrases magiques, mais trouver un sapin de Noël dans une ville déserte me semble impossible. Et je ne peux tout de même pas me servir dans les branches qui décorent la crèche. Je me répète la phrase magique. L'intelligence infinie de mon subconscient sait où se trouve le sapin de Noël de ma mère et m'y conduit dès à présent. Nous quittons la cathédrale et je glisse sur le verglas. Ma mère me tend la main pour me relever. « Ma pauvre chérie, t'as vraiment pas de chance. » Ça commence mal. Nous léchons quelques vitrines et je ne vois que les branches d'arbres qui les tapissent. Il n'y a plus de bus pour rentrer. Il fait nuit. Nous continuons à marcher. La place de la mairie est entourée de très hauts sapins, mais je n'ai pas de hache pour lui en couper un. Soudain, mon regard se pose au pied de l'un d'eux. Il y a là un magnifique petit sapin tout ficelé, prêt à être emporté. Exactement de la taille voulue. Je le soulève. « Maman, ton arbre ?»« Ma fille, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais rien, je te jure, il était là posé par terre. Quelqu'un a dû l'oublier. Je hèle un taxi et nous voilà enfin au chaud. Je fixe l'arbre dans le pied en métal, je le décore de guirlandes et de boules et ma mère appelle Emmanuel. « Allô mon chéri, il ne faut plus t'inquiéter, il y a eu un grand miracle. On a trouvé un arbre merveilleux sur la route. » 3 mois plus tard, Emmanuel découvre dans le grenier de son autre grand-mère le vélo de ses rêves inutilisé et elle lui en fait cadeau. Emmanuel, Emmanuel, n'oublie pas l'histoire de Tata Noël. Elle est vraie, tu le sais, tu pourras utiliser son secret. Quand tu voudras, tu sauras, toi aussi transformer tout dans ta vie. Emmanuel, Emmanuel, n'oublie pas l'histoire de Tata Noël. Quand j'étais petite, j'ai dit à mes parents, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chats? 15? Non? 10? 7? 2 au moins pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et mes parents m'ont répondu, non, 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 non et non, pas d'animaux dans la maison. Alors, je me suis dit, tant pis. Je vais attendre d'être grande et d'avoir mon propre appartement. Et là, j'aurai tous les chats que je voudrais. Évidemment, c'est arrivé un jour. Et j'ai rencontré mon premier bébé chat à Trébanec, Plovent par Pouldreuzic, en Bretagne. C'était une petite boule de poils noirs. Je l'ai prise dans mes mains comme ça et il s'est mis à ronronner. Les paysans du coin m'ont dit « Vous pouvez l'emmener, hein? Il y en a beaucoup trop par ici, et on les tue. » Alors vous pensez bien, je l'ai emmené avec moi dans le train qui rentrait à Paris, et je l'ai nourri avec des petits biberons de lait, et je l'ai appelé Funnyket. Il était très gentil, Funnyket. Il grimpait à tous les rideaux, et il n'avait qu'un seul défaut, il ne voulait jamais, jamais faire ses besoins dans la litière. Alors ça m'embêtait beaucoup. Et un jour, il a fait une très grosse bêtise. J'avais allumé le four pour faire un gâteau, et j'avais fait chauffer le four. Et il s'est dit, tiens, 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 il fait bien chaud par ici. Il est arrivé tout doucement, et hop, il a sauté sur le plateau du four. Je l'ai attrapé de justesse pour qu'il ne se brûle pas les petits coussinets sous les pattes. Bon, il ne s'est pas brûlé, heureusement. Et quelque temps après, je l'ai confié à une amie parce que je partais en week-end.
Je lui ai dit « Tu me le gardes juste 2 jours. Dans 2 jours, je reviens le chercher. » Et 2 jours après, quand je suis rentrée, elle m'a dit « Tu sais, j'ai ouvert la porte au facteur et ton chat s'est échappé. Je n'ai pas pu le retrouver. Je l'ai cherché dans tout l'immeuble. Impossible de le retrouver. Alors, je me suis mise à pleurer. Je pleurais tellement, tellement qu'une semaine plus tard, elle m'offrait une très, très, très jolie petite chatte persane toute grise, qui était très coquette, très propre et qui faisait toujours ses besoins dans la litière. Alors, je l'ai appelée Colchic parce que c'était la fin de l'été. Vous savez, comme dans la chanson « Colchic dans les prés », c'est la fin de l'été. Colchic, tous les matins à 6 heures, me réveillait en me léchant la joue comme ça, avec sa petite langue qui râpe, comme une râpe à fromage. Et tous les matins, j'étais toujours à l'heure à mon travail. Et un jour, en plein été, j'avais laissé la fenêtre ouverte et je me suis réveillée avec 2 heures de retard. Alors évidemment, je suis arrivée en retard à mon travail et la directrice m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Hélène? Vous êtes toujours à l'heure d'habitude ?» Et je lui ai répondu « Mon chat ne m'a pas réveillée. » Alors tout le monde a éclaté de rire. Et quand je suis rentrée chez moi, Colchic n'était toujours pas rentré. Mais moi, j'avais rencontré mon premier fiancé, alors ça m'avait consolée. Et quelque temps après, en rentrant avec lui à la maison, je vois sur le petit mur de la cour intérieure Colchic qui se promenait comme ça. Je lui dis « Mais rentre à la maison, Colchic, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Elle me répond « Miaou !» Alors j'ai pris une grande échelle. J'ai posé l'échelle sur le mur, j'ai grimpé à l'échelle et je me suis aperçue qu'elle avait un très gros ventre. Dedans, il y avait au moins 2 ou 5 bébés. Et non loin d'elle, il y avait un gros matou qui la regardait comme ça. Alors elle s'est débattue. Elle n'a pas voulu que je l'attrape, elle m'a poussée et je suis tombée à la renverse avec l'échelle dans les bras de mon fiancé qui m'a dit « Oh, c'est normal, toutes les petites chattes s'en vont un jour vivre leur vie. » J'aime mes bébés, j'aime mes bébés, j'aime mes petits bébés chats. Tout autour de moi, j'aime jouer avec mes bébés chats. Je les aime autant les 3, j'aime leur câlin beaucoup. Bisous dans le cou, de l'amour si doux. Ronronner dans mes bras, mes bébés chats. Le monsieur la sort de sa cage en osier, la dépose dans mes bras. Elle pousse de petits miaulements. C'est la plus jolie chatte siamoise du monde. Ses grands yeux turquoises me regardent avec étonnement. Elle ronronne sans relâche. « Non, je ne veux pas d'argent, » dit le monsieur. « Je vous la donne, elle a juste besoin d'affection. » Et c'est ainsi qu'Isis pénètre dans ma vie. Peu à peu, elle devient très jalouse et apprend à couper mes communications quand je parle trop longtemps au téléphone ou à mordre les mollets des personnes indésirables. Il faut lui changer les idées. Jim, le guitariste de mon groupe, vient d'adopter un bébé siamois. Je l'ai appelé Osiris pour le marier avec Isis, comme dans la légende, me dit-il. Isis n'a jamais vu un chat de sa vie depuis qu'elle a quitté sa mère, et elle prend Osiris pour une souris. Jim le soustrait à ses jeux. Enfin, Osiris devient adulte et capable de se défendre. Isis lui apprend tout sur la fabrication des bébés. Osiris se montre bon élève. 2 mois plus tard, Isis donne naissance à 3 magnifiques bébés siamois blancs. Je baptise le premier-né Horus, comme dans la légende,
et je passe mes jours à les observer. Osiris n'a pas le droit de visite. Isis lui interdit l'accès du berceau. Jim ne l'amène plus à la maison. Isis enseigne à ses enfants comment sauter du haut de la table de la salle à manger, comment se laver avec la langue, comment gratter la litière et jouer avec pour mieux salir la cuisine, comment transporter des morceaux du repas au salon pour dîner près de moi devant la télévision. Un jour, je lui annonce un grand changement. « Isis, tes 3 bébés sont élevés. Je ne peux pas tous les garder, il va falloir en donner 2. Tu dois choisir. » 5 minutes après, Isis a mis sous la baignoire 2 boules blanches endormies. Elle veille dans son lit avec Horus entre ses pattes. Horus reste donc avec elle et elle vit 7 ans avec son fils bien-aimé. J'apprends un jour la mort d'Osiris et quelque temps après, mon compagnon s'en va au loin. Le soir même, Horus réussit à ouvrir la porte d'entrée et disparaît. Isis est seule comme moi. Après de nombreuses recherches, la SPA promet de me rappeler si on le trouve. Triste et fatiguée, je m'apprête à m'endormir avec Isis qui me suit partout. Je prends un livre sur la table de chevet et je l'ouvre au hasard. Je lis avec étonnement la phrase suivante. « Je ne peux pas perdre ce qui m'appartient. Je le retrouve ou on m'en donne l'équivalent. » La nuit m'apporte un rêve étrange. Une voix chuchote à mon oreille. « Tu ne retrouveras pas Horus, mais ne t'inquiète pas. On te le remplace, il ne faut pas pleurer. » Au matin, le téléphone sonne. « J'ai eu votre numéro par la SPA, dit une dame. Vous avez perdu un chat siamois, moi j'en ai trouvé un. Dites-moi comment était la queue du vôtre, longue ou très courte? » « Très longue, dis-je. Alors ce n'est pas votre chat. Celui-ci a un tout petit bout de queue, mais c'est un siamois impérial. Le vôtre n'était que royal. Je ne peux pas le garder car j'ai des oiseaux. Si vous le voulez, je vous le donne, il remplacera celui que vous avez perdu. » Un peu plus tard, elle m'apporte un magnifique siamois un peu sauvage qui ressemble à Isis comme un frère. Je l'appelle tout de suite Osiris comme son premier compagnon. Et au même moment, entre dans ma vie un nouvel amour. Osiris met 3 semaines à séduire Isis et moi, je dois le guérir de ses maux d'estomac pour l'apprivoiser. Enfin, il me donne toute sa confiance et je ressens dans mon cœur la chaleur de son amour. Chaque jour, j'ouvre les yeux sur leurs 2 corps blottis l'un contre l'autre dans les coussins du grand panier rond. 3 ans plus tard, Horus, le disparu, m'apparaît en rêve pour me donner de ses nouvelles. Il est toujours vivant, dans les jardins proches de l'endroit où je l'ai perdu. Je le retrouve en effet après quelques mois. Sauvage, malade et amaigri, sa longue queue toujours en point d'interrogation. Il me reconnaît, se laisse approcher et soigner pour passer tout le restant de sa vie auprès de moi, d'Isis et d'Osiris, formant avec eux, dans la pièce où je travaille, un triangle isocèle, chacun posté à un endroit stratégique. Ainsi protégé, j'écris de plus belle. Isis tient la pointe supérieure du triangle sur le haut du canapé, les 2 autres montent la garde à chaque bout du tapis. Je me tiens au milieu quand je tape à la machine. De temps en temps, à tour de rôle, l'un d'eux se déplace pour venir lire par-dessus mon épaule. Je me souviens alors de la petite phrase lue au hasard. « Je ne peux pas perdre ce qui m'appartient. Je le retrouve ou bien on m'en donne l'équivalent. » Et pour moi, elle s'est réalisée ainsi. On m'en donne l'équivalent et je le retrouve. Zozo le chat, c'était le surnom d'Osiris, le siamois impérial qui s'était installé chez moi. C'était un grand chasseur de souris, de pigeons et de taupes.
Mais la plupart du temps, il devait se contenter des mouches qui passaient sous son nez pour s'adonner à son sport favori. Il m'offrait toujours ses prises en cadeau et je devais m'extasier sur son adresse, même si je n'appréciais pas du tout de trouver un oiseau assommé au pied de mon lit. Chaque fois que j'ouvrais la porte à quelqu'un, il s'échappait et je devais lui courir après dans tout l'escalier pour le rattraper. Tant que j'habitais dans le quartier du Sacré-Cœur, je ne voulais pas le laisser sortir dans la rue à cause des voitures et je le consolais en lui répétant « Ne pleure pas mon Zozo, bientôt tu auras un grand jardin, un jour nous allons quitter cet appartement et tu pourras gambader à ton aise. » Alors, il se calait dans mes bras sur le dos. Il ronronnait et me regardait de ses grands yeux immenses qui semblaient me dire « D'accord, je te crois, j'attends. » Parfois, il me parlait en rêve. Mais Isis m'étonnait bien plus encore. Son fils Horus, que j'avais surnommé Nono, avait reçu les meilleurs soins depuis qu'il était revenu à la maison. Mais il se grattait sans cesse et comme je me demandais pourquoi, la nuit même, Isis m'apparut en rêve disant « Il a été piqué par les bêtes noires. » Je lui répondis « Mais alors tu sais parler, Isis ?»« Bien sûr, mais le jour tu ne m'entends pas. » Le lendemain, j'amenai Nono chez le vétérinaire qui déclara « Madame, votre chat a des puces, mettez-lui un collier anti-puces. » Voilà donc les fameuses bêtes noires dont m'avait parlé Isis. Nono a vécu plusieurs années en compagnie de Zozo, d'Isis, et à part quelques bagarres en hiver lors de la guerre du radiateur, on peut dire qu'ils s'entendaient bien. Quoi? La guerre du radiateur, vous ne savez pas ce que c'est? C'est très simple. En hiver, les chats adorent se hisser sur le radiateur, surtout si vous mettez dessus un petit tapis. La reine Isis avait décidé que chacun d'eux aurait droit à un quart d'heure à tour de rôle. Et si l'un d'eux dépassait le temps imparti, les coups de griffe pleuvaient. Elle avait également décidé qu'elle continuerait à dormir avec son bien-aimé Zozo, mais que son fils Nono dormirait près de moi afin que l'équilibre soit rétabli. Je prenais donc Nono dans mes bras et il se faisait aussi lourd qu'un bébé pendant son sommeil. En plein mois de mai, Isis a attrapé un coryza et s'en est allé au ciel, laissant les deux autres siamois désemparés. Il n'y eut plus jamais de guerre du radiateur, ils s'entendaient parfaitement. Quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, Nono s'en est allé à son tour vers les mondes de lumière pour rejoindre Isis. Zozo, le survivant, m'a suivi dans le nouvel appartement et là, j'ai pu tenir ma promesse. Il avait le droit de se promener dans les jardins de la résidence. Il retrouvait toujours son chemin et je le faisais rentrer en agitant un trousseau de clés comme ça. Il courait alors vers moi et s'engouffrait dans l'ascenseur qui nous ramenait chez nous. Parfois, il décidait de rentrer plus tôt de ses promenades et un voisin bien intentionné sonnait à notre porte en disant « Je pense que c'est votre chat ». Il m'a signifié qu'il s'arrêtait au 3e étage. Et oui, Zozo était extrêmement intelligent. Il prenait tout seul l'ascenseur et savait se faire comprendre par tout le monde quand il voulait en sortir. L'année suivante, Zozo a eu un parc à lui tout seul, avec une rivière, dans la maison où nous passions nos vacances. Et par la suite, il s'est installé dans le jardin de ses rêves, celui que je lui avais toujours promis. Il avait des copains chats dans tout le quartier. Cela m'arrangeait beaucoup, car de mon côté, j'étais très occupée avec le petit Antoine qui venait de naître. Zozo jouait beaucoup avec Antoine. Ils se comprenaient par télépathie. Vous savez ce que c'est la télépathie? C'est quand on se comprend sans se parler. Donc, Zozo et Antoine se comprenaient par télépathie.
Quand l'enfant eut presque 2 ans, je fus réveillée par un coup de fil du vétérinaire de mon quartier m'annonçant « Votre chat a été renversé par une voiture, il est mort, venez le chercher ». J'ai fait un trou dans la terre du jardin pour y enterrer Zozo. J'ai dit à mon fils Antoine que Zozo était parti au ciel. Il m'a répondu « paix, paix ». J'en ai déduit « tiens, il a compris que Zozo est parti vivre en paix dans l'autre monde et la vie a continué » jusqu'à l'entrée de l'enfant à la maternelle. À la fin du premier trimestre, la maîtresse m'a convoquée pour me dire « Votre fils ne nous parle pas ». À la maison, il disait quelques phrases de temps en temps, mais il s'exprimait surtout en kagungé, le langage qu'il avait inventé. On comprend très vite le kagungé parce que le mot kagung s'utilise pour dire tout ce que l'on veut, avec quelques variantes comme kagunga, papumba, mamumba, abagunge, kagungia, ungabe, kagungae, abagungia. Moi, je comprenais très bien le kagungé et parfois Antoine me donnait la traduction de certains mots quand c'était nécessaire. La dame qui m'avait donné Zozo le chat était devenue mon amie. Elle me dit un jour « Adopte un autre chat, Hélène. Même si tu n'en vois pas l'utilité, pour ton fils c'est très important. Son problème vient de la mort de cet animal. » Pendant les vacances au Maroc qui suivirent, Antoine regardait fixement les chats qui jouaient en liberté entre les lauriers roses. Il répétait « Abadina, Abadina ». Et je compris que cela voulait dire « Ah le petit chat, ah le petit chat ». Je lui dis « Tu voudrais que nous ayons un autre chat, Antoine ?» Il hocha la tête et de retour à Paris, je trouvai une petite annonce comme ceci. « Donne 2 bébés chats, croisement, tigré, angora ». Nous les avons cherchés tout de suite et Antoine leur a trouvé de très jolis noms. Abinda pour le mâle, Kagunga pour la femelle. Abinda voulut tout de suite devenir aussi gros que Zozo, le cher disparu. Il se mit à manger 2 grosses boîtes de nourriture par jour et quelquefois 3. Dès qu'il eut le poids et la taille requis, il réduisit lui-même son menu. Quant à Kagunga, la femelle, elle s'en alla vivre 1 an plus tard avec le fiancé qu'elle s'était trouvé. Et Abinda resta seule avec nous. C'était un grand plaisir de le voir jouer avec Antoine, qui petit à petit se remettait à parler en français. Un jour, je lui ai raconté toute l'histoire de nos chats, Isis, Horus, Osiris, jusqu'à la venue d'Abinda dans sa vie. Tout le chagrin coincé depuis si longtemps est sorti d'un seul coup sous forme de larmes. Il a beaucoup pleuré puis il m'a dit « Maman, quand Zozo est parti au ciel, mon cœur s'est cassé. J'ai cru que c'était de ma faute s'il avait disparu. J'ai cru aussi que papa allait disparaître quand il partait travailler. Je ne pouvais pas parler comme tout le monde parce que j'avais trop de chagrin. Je répondis « Mais maintenant ça va mieux. Tu as Abinda. »« Oh oui, maintenant tout va très bien. Abinda, c'est Zozo qui est revenu. » J'ai alors allumé la télé pour qu'il regarde un dessin animé et nous avons entendu cette phrase sortir de l'écran. « Il n'a pas changé d'adresse, Zozo. Il a juste changé de costume. » Pendant 14 mois et demi, un de mes chats n'a pas voulu intégrer la nouvelle maison que nous avions trouvée et qui était idéale. J'avais pu emmener mes 3 autres chats, mais celui-là, Zouzou, impossible de l'attraper. Il faisait des choses terribles quand on le mettait dans la boîte de transport. Il faisait exploser la porte. Il grimpait aux arbres en criant. 14 mois et demi, c'est très très long. Mais tous les jours, mon fils lui parlait comme s'il était avec nous,
sachant que les pensées peuvent être captées au loin. « Mon Zouzou chéri, tu vas bientôt revenir à la maison. Ton papa, ta maman et ton frère t'y attendent. Ta place est déjà prête, ne t'inquiète pas. Je vais venir te nourrir tous les jours en attendant que tu sois décidé. » Comme j'avais mis des petits mots de recherche dans les boîtes aux lettres alentour, les voisins me téléphonaient et me disaient « Votre chat va bien, il se prélasse dans les jardins de la résidence à côté de votre ancienne maison, il a même une copine. » Alors, au bout de 6 mois, j'ai dit à mon fils « Il préfère peut-être la vie sauvage maintenant qu'il a une copine. Ou peut-être qu'il a trouvé une autre maison. » Mais mon fils continuait inlassablement à faire 5 kilomètres par jour pour lui mettre de l'eau et des croquettes dans notre ancien jardin. Et à lui parler à haute voix comme s'il était à nos côtés. Alors, il s'est passé un grand miracle. Un couple a emménagé dans notre ancienne maison. Et comme Zouzou avait défoncé la chatière qui avait été bouchée avec du papier pour faire visiter la maison aux nouveaux acquéreurs, ils ont passé des semaines à l'apprivoiser. Un jour, le mari, qui était vétérinaire, m'a téléphoné pour me dire qu'il avait expliqué gentiment à Zouzou chaque jour qu'il allait rentrer auprès des siens, qu'il ne devait pas avoir peur de la boîte de transport. Et chaque jour, il a rapproché les croquettes du repas de la boîte. Un jour, il a mis les croquettes à l'intérieur de la boîte et Zouzou a mangé, puis s'est endormi dedans. Il ne restait plus qu'à fermer soigneusement la porte. Je suis venue le chercher en taxi. Et il est allé directement dans mon lit pour se faire câliner. Quelques semaines plus tard, j'enregistrais avec cet homme une émission pour Bonheur TV, la chaîne consacrée à l'éducation à la paix, sur l'énergie cachée dans les mots que nous prononçons. À la fin du tournage, je lui ai dit « Tu te rends compte, c'est grâce à Zouzou cette belle émission. Zouzou a brusquement quitté ma chambre, descendu l'escalier pour sauter au cou de son ami vétérinaire, car nous avions enfin compris son action merveilleuse. » Mon chat m'a dit « Ça prend trop d'énergie quand tu suis le chemin d'un ami. » J'en suis surpris, toi qui connais la vie, ne leur prends pas la main, ils s'appuient. Toi le moteur, je le sais dans mon cœur, tu n'as besoin de rien. Prends en note, toi mon bonheur, toi qui es la douceur, choisis-moi, je suis un antidote. Personne, quand je te ronronne, je me colle contre toi, championne. Moi je te fusionne, puis je te pétris de joie. Championne, je te fusionne. Mon chat m'a dit, tu voudrais bien trouver un qui assurerait comme un roi. C'est accompli, celui-là est ici, dans le fond de ta paix, c'est ta joie. Toi le moteur, je le sais dans mon cœur, tu n'as besoin de rien, prends en note. Toi la douceur,
toi qui es mon bonheur, choisis-moi, je suis un antidote. Personne, quand je te ronronne, je me colle contre toi, championne. Moi je te fusionne, puis je te pétris de joie. Championne, je te fusionne,